Sauf que regarde, moi, là, si je veux apprendre à faire de la pub Facebook, je veux pas l'apprendre d'un gars qui a passé toute sa vie dans des classes à parler d'une étude de cas qui a été faite par le CFRIO. Ça fait que c'est super en surface sur comment est-ce que Coke dépense son budget de pub Facebook. Non, je veux le gars qui a fait la pub pour Coke. C'est ça que je veux. Fait que lui, fait une formation, puis moi, je vais te l'acheter. C'est ça que le monde veut. Exact. Bienvenue au 14e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant plus de 4 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media fut l'une des premières agences au monde à obtenir le badge Facebook Marketing Partner, remis aux agences partenaires premium de Facebook. Si vous désirez recevoir une analyse personnalisée d'une dizaine de pages qui couvrira vos tunnels de vente, vos campagnes numériques, vos créatifs publicitaires et plus d'une demi-douzaine d'autres points, rendez-vous au www.j7media.com et demandez votre analyse de performance Facebook gratuitement. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous construire un document complet qui vous permettra d'accélérer la croissance de votre entreprise. Aujourd'hui, sur le podcast, on parle d'éducation. Avec l'arrivée des plateformes de formation en ligne comme Masterclass, Udemy ou encore Lynda qui s'est fait acquérir pour des milliards de dollars par LinkedIn il y a quelques années, on est en droit de se poser la question si le système d'éducation traditionnel est adapté aux réalités de 2019. En 2015, l'industrie de la formation en ligne se chiffrait à 107 milliards de dollars. Selon une étude de plus de 148 pages menée par une des plus grandes firmes d'analyse de marché au monde, Market & Research, cette même industrie risque de tripler et d'atteindre 325 milliards de dollars de revenus en 2025. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Olivier Lambert, fondateur de la plateforme d'éducation en ligne La Tranchée. Olivier, qui fut un des premiers Québécois à commercialiser avec succès plusieurs cours en ligne, nous explique aujourd'hui les indispensables à avoir avant de se lancer dans la commercialisation d'un cours en ligne. La transition qu'il a dû vivre à la dure en passant de formateur marketing à gestionnaire d'une plateforme qui regroupe des milliers de membres. Et également son point de vue sur le système d'éducation actuel et où, selon lui, la formation en général s'en va dans les prochaines années. Sans plus attendre, ma discussion avec Olivier Lambert. Olivier Lambert, tu es l'entrepreneur derrière la communauté en ligne La Tranchée qui regroupe des milliers de membres partout au Québec. Il y a beaucoup de gens également au Québec qui t'ont connu grâce à tes nombreuses formations en ligne. Tu me disais d'ailleurs, avant l'entrevue, que tu as maintenant 136 000 personnes qui se sont abonnées à ton infolette. C'est quand même assez intéressant, surtout que la majorité de tes campagnes, je pense, qui sont encore au Québec. On te voit également lancer plusieurs nouveaux projets, dont Amazing Blanket. Où est-ce que tu vas vendre des couvertes qui vont peser entre 15 et 30 livres que tu me disais? Ce que je trouve excessivement intéressant là-dedans, c'est que tu vas documenter le processus de comment que tu vas commercialiser ces couvertes-là, où est-ce que tu vas les chercher, etc. Olivier Lambert, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, l'objectif du podcast, Oli, il y a un truc qui m'a beaucoup fasciné de plus en plus que je parle avec toi, c'est que tu as été capable de passer de quelqu'un qui vend des formations en ligne à littéralement bâtir une business, une plateforme qui continuellement va pouvoir aider les gens au Québec au niveau de leur marketing numérique avec des formations, au niveau de d'autres sujets, mais souvent, c'est très orienté au niveau du marketing en ligne et de plus en plus, on voit que les certifications privées prennent de plus en plus de place comparativement aux certifications publiques. Et ça, un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est l'objectif un peu aujourd'hui de savoir comment tu t'y es pris pour créer une plateforme comme ça, qui est La Tranchée. Mais avant de rentrer là-dessus, pourrais-tu me parler un petit peu de ton origin story, d'où tout ça a commencé quand tu as vendu tes premières formations, quand tu étais un blogueur au début, juste savoir un petit peu ton background pour les gens qui nous écoutent. Excellent. En fait, moi, j'ai commencé à bloguer, on était en 2012. L'idée derrière toute l'histoire de commencer à faire un blog, en fait, ça m'est venu du fait que j'ai tout le temps été un patenteux, j'ai tout le temps voulu me partir des business sans savoir que j'étais un entrepreneur. Je savais pas que c'était ce que je voulais faire de ma vie. C'est juste que, tu sais, quand que j'étais au secondaire, par exemple, j'allais chez les gens pour être capable de leur demander « Hey, t'as-tu du stock chez toi qui traîne que tu n'utilises pas? » Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre, je vais les vendre sur eBay, je vais te donner une commission. Donc, je faisais ça pendant un bout. Je me suis associé avec... j'étais technicien en informatique parce que j'ai tout le temps démonté des ordi, remonté des ordinateurs quand que j'étais petit. Fait que je travaillais là-dedans. J'avais genre 16 ans. Fait que j'ai dit au gars, je vais prendre ton inventaire que t'es pas capable de vendre, je vais le vendre en ligne. Donc, j'ai fait ça pendant un certain temps. Je me suis fait frauder par un Russe. C'était vraiment le fun comme expérience. Mais j'ai tout le temps eu ce petit désir-là en moi de vouloir en faire plus, de vouloir avoir plus, de vouloir pas avoir plus, mais plus m'impliquer. Je suis quelqu'un je savais pas à l'époque, mais je suis quelqu'un qui est très passionné par ce que je fais, puis par les réaliser, concrétiser des visions que j'ai de ce que les choses pourraient être. Intéressant. Donc, ça a tout le temps été moi. Donc, quand que j'étais à l'université, je me suis rendu compte que les gens qui faisaient le baccalauréat que j'étais en train de faire, n'avaient aucun débouché.
Puis, excuse-moi, c'était quoi le baccalauréat à ce moment-là que tu faisais? C'était communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je veux pas lancer des roches. Pas de problème. C'est ça un peu qu'on va parler de toute façon aujourd'hui. Donc, communication sociale à Trois-Rivières, écoute, c'est un programme qui est l'école de façon générale, c'est assez intéressant parce que autant que ça peut très, très bien servir certains types d'individus, ça va pas nécessairement servir tout le monde. Et moi, j'ai pas l'impression que l'école m'a servi à grand-chose, autre le fait de me mettre en contact avec un professeur qui travaille plus pour ce baccalauréat pour des raisons de divergence d'opinion assez extrêmes. Donc, cette personne-là m'a dit, écoute, Olivier, t'as raison, il n'y a pas de débouché. Sauf que les médias sociaux, ça commence à être big. Si j'étais toi, je me partirais une agence maintenant à Trois-Rivières, puis va offrir au business de ton coin des services de médias sociaux. Intéressant. Et on était en... je me rappelle pas, ça c'était 2 ans avant que je lance mon blog. Fait qu'on était en 2010 à peu près. Puis quand tu étais à l'école à ce moment-là, je suis curieux, juste avant qu'on embarque sur un peu le volet blog que tu as été capable de lancer, est-ce que finalement tu as terminé tes cours à l'université ou c'est quelque chose que quand le professeur t'a dit ça, tu t'es dit, OK, c'est bon, là je passe à autre chose? Non, j'ai terminé mon bac en com social à cause que, j'ai été victime un peu là, des coûts irrécupérables. Tu sais, dans la vie, je suis une personne qui veut toujours maximiser ce que j'ai. Tout ce que je fais, ça joue dans le même sens de où ce que je m'en vais. Ouais. J'aime pas ça perdre les efforts que j'ai mis par le passé. Donc, je m'assure de toujours avoir un levier sur ce que j'ai déjà fait pour être capable de faire plus dans le futur. Et peut-être que pour le cas de mon bac, ça n'aura pas été une bonne décision à cause que probablement que j'aurais été capable d'avoir plus de résultats plus rapidement sans compléter mon bac. D'ailleurs, j'ai dit non à une opportunité d'emploi super intéressante à l'échelle salariale supérieure à ce que j'ai écoute, je me suis fait offrir à peu près 60 à 80 cas pour travailler pour Wix, qui est un programme paragouvernemental super bien financé. Et puis, j'ai dit non à cause que je voulais terminer mon bac. Mais une chance que j'ai dit non parce que sinon, peut-être que les conditions auraient été trop bonnes et j'aurais jamais fini par... Tu serais rentré dans une zone de confort, peut-être un peu. Exact. Donc, le fait justement d'avoir eu peut-être un emploi qui était tout aussi, même plus stimulant, mais moins intéressant au niveau des rémunérations, ça m'a forcé peut-être à voir les autres opportunités qui s'étaient présentées devant moi. Ceci étant dit, je pense qu'on est en train de faire des sauts temporels et ça va mêler un peu les gens. Là. Mais c'est pas grave parce que c'est le but un peu de savoir où est-ce que tout ça a été commencé. Donc, si je fais le recap, t'es à l'école, t'as ton bac, t'as des discussions avec tes professeurs qui disent « Hey, les médias sociaux en 2012, ça commence à être quelque chose qui pop. Tu devrais peut-être penser à offrir ces services-là. » Tu complètes ton bac. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là aux alentours de 2012? J'ai même pas encore complété mon bac. Là. Ah, tu l'as pas Là, j'ai fait ma première session. Et été ma première session, je fais comme, OK, je vais me trouver une job comme agent de com. Je me suis trouvé une job comme agent de com pendant l'été. Ça a été la pire job de ma vie. J'ai trouvé ça ennuyeux. Fait que là, j'ai pris le conseil de mon prof. J'ai fait comme, non. C'est sûr à 150% que je fais pas ça toute ma vie. No way. Peut-être qu'il y a du monde qui aime ça. Moi, j'aime pas ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire du porte-à-porte. J'ai été voir tous les business de mon coin, tous les entrepreneurs de mon coin. Je me suis dit, hey, je peux-tu prendre un café avec toi, jaser? T'as-tu besoin d'aide avec tes médias sociaux? C'est là que littéralement, j'ai pris le téléphone, j'ai cold callé du monde. J'étais à l'école. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Intéressant. Et ça a été vraiment difficile d'aller chercher mes premiers clients, comme que tout le monde le sait. Quand on n'a pas l'expérience de vente, c'est tough faire ça. Mais aussitôt que j'ai commencé à en avoir, ce que j'ai fait, comme que je te mentionnais tantôt, j'aime ça avoir un levier sur qu'est-ce que j'ai fait par le passé, que ça me permet d'avoir des meilleures opportunités dans le futur. Moi, j'aime ça quand mon passé travaille pour mon présent. Donc, chaque fois que j'avais un nouveau contrat, je me suis fait un petit site web que j'ai d'ailleurs appris à programmer pour être capable de faire parce que de toute façon, il fallait que je vende des sites web. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à programmer en même temps, right? Moi, je prenais n'importe quel job que le monde me disait. T'as besoin de quelque chose, je vais te le faire. Peu importe quoi, là. Médias sociaux, pas médias sociaux, Facebook, ads, Google, whatever. I do it, man. Logo, peu importe. Donc, je me suis fait un petit blog où je me suis dit, je vais décrire qu'est-ce que j'ai appris dans mes différents mandats cette semaine-là. Tu documentes. Exactement. Fait que pendant 2-3 ans, à chaque semaine, à chaque fois que j'avais un nouveau mandat, je prenais le temps de dire, j'ai fait ça, j'ai testé ça, voici qu'est-ce que j'ai appris. Et j'ai également pris le temps de traiter ce blog-là comme une entreprise. La plupart des gens prennent un blog comme un blog. C'est genre, un blog. Moi, c'est pas ça. Mon blog, je le fais parce que je suis sérieux de faire un blog. Puis moi, je vais pas arrêter de bloguer tant et aussi longtemps que j'aurais pas réussi en tant que blogueur et tant et aussi longtemps que j'aurais pas atteint mes objectifs. Et si j'atteins pas mes objectifs, je vais juste apprendre qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour être capable de les atteindre, puis je vais juste faire un pivot pour être capable de changer ma stratégie, chose que j'ai faite plusieurs fois pendant l'évolution de ce blog-là, pour être capable d'aller chercher soit plus d'abonnés, être capable de faire des revenus d'affiliation, de publicité, d'aller chercher plus de clients. Et fait que ce blog-là m'a donné une certaine notoriété. J'ai gagné un concours là, dans le temps, ça s'appelait Made in Blog Canada. Peu importe. J'avais gagné le premier prix. Ces concours-là, c'est tout un petit peu la boîte, mais c'est pas grave. On deal
On fait qu'est-ce qu'on peut avec les cartes qu'on se fait donner. Ben oui. Donc, moi, j'ai mis ça de l'avant. J'ai dit, j'étais nommé meilleur blogueur marketing au Canada, blablabla. Ce qui a fait en sorte que j'étais capable de me faire recruter pour mon stage. Je l'ai fait dans une agence. Chose qui est quand même drôle à cause qu'en com social, t'es pas payé pour ton stage. Non, c'est toi qui payes pour ton stage. Fait que là, j'avais un bon salaire pendant mon stage. Fait que ça, c'était intéressant, mais ça m'a également permis de découvrir un peu c'est quoi le monde des agences. Je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas pour moi. C'est pas un univers que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qui t'a fait décrocher un petit peu? Parce qu'on s'entend, tu t'enlignais un peu, j'imagine, pour travailler. C'était mon objectif. Peut-être même avoir ton agence. Même pas. Mon objectif, c'est de travailler pour une agence. C'était l'objectif. Puis je suis curieux, y a-tu eu un trigger, un dénominateur commun qui a fait que finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi? C'est quand tu travailles avec des clients de façon générale. La consultation également, ça n'avait pas été quelque chose que j'ai gardé à cause que souvent ce qui se passe, c'est que le client arrive avec son bagage, right? Avec son set de croyances, avec son set de pensées, d'objections, de croyances limitantes, etc. Et toi, en tant que consultant, tu vois les différentes opportunités que tu pourrais apporter à cette personne-là. Et t'as même beau lui dire qu'est-ce que tu penses qui est bon pour lui, c'est pas à cause que tu lui dis qu'il va le faire. Et souvent, ce qui arrivait, c'est que moi, je t'ai payé à l'heure pour faire la consultation avec les gens. Et j'étais comme un petit peu plus comme coach, mais je le fais en même temps avec toi. J'étais comme un coach, prof, / peu importe. Puis les gens faisaient pas ce que je lui demandais de faire. Fait que, of course, il n'y avait pas de résultat. Puis moi, je me sentais excessivement mal de charger le montant que je leur demandais en sachant pertinemment que il n'y avait pas les résultats, mais que c'était même pas de ma faute. Right? Fait que c'est pour ça que à ce moment-là, je me suis dit, à place de faire la consultation avec le monde qui veulent pas vraiment se faire aider, ils veulent juste avoir la conscience tranquille de j'ai fait qu'est-ce qu'il fallait pour atteindre mes objectifs, c'est juste à cause de peu importe quel consultant que il a pas fait sa job. Non, c'est pas la personne qui a pas fait sa job, c'est juste toi en tant qu'entrepreneur qui est pas capable de prendre la responsabilité de la croissance de ton entreprise. Tu es responsable à 150% de 100% de ce qui se passe dans ton entreprise et la courbe de croissance que tu as. Tu es le seul acteur à blâmer. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire des formations. Je vais prendre qu'est-ce que j'ai appris au fil du temps. Là, on vient de skipper un chapitre parce que j'ai été travailler chez Voyage Arbet, mais peu importe, on y reviendra après. J'étais tanné de travailler de tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire des formations pour le monde qui veulent vraiment. Ils vont prendre les fucking conseils. Ils vont faire comme que moi, j'ai fait au début. Puis, ils vont les appliquer. Ils vont passer à l'action. Parle-moi un petit peu de ce moment-là, quand tout ça a été lancé, les formations, le blog. On dirait que tout s'est fait en même temps. Est-ce que ça l'a pris un envol rapidement? Est-ce que tu as senti m'amener qu'il y a eu un trigger qui a fait que rapidement les gens ont commencé à télécharger des formations ou c'est quelque chose qui a pris du temps? Oh boy. Tu sais, quand ça fait 3 ans que tu travailles sur quelque chose, puis que là, ça part rapidement. Est-ce que ça l'a parti rapidement? Et tabarouette que non, hein? Non. OK? Non, absolument pas. Je vais continuer ce que j'étais tantôt. Fait que je travaille en agence, pas de trouver les raisons que je t'ai données, consultation, je ne pas pour les raisons que je t'ai données. Fait que j'ai été travailler in-house dans une grosse business. Il y avait 100 millions de revenus par année. On avait des gros montants. Voyage à rabais. Je ne sais pas si on sont rendus à quel type de chiffre d'affaires à cette heure, mais dans le temps, c'est Frio, c'est tous des chiffres qui sont publics. Plus grosse agence de voyage en ligne et physique au Québec, par now, de loin. Fait que ça a été une super belle expérience. J'ai appris plein d'affaires. J'ai expérimenté avec plein de trucs. J'ai continué d'écrire mon blog. Pas dans l'objectif de faire des revenus. Pour moi, c'était comme, oui, un moment donné, mais mon mindset a tout le temps été, si je continue à publier à tous les jours, mec, j'ai 45 ans, je vais avoir 5000 articles sur mon site, je vais tellement avoir de backlinks, je vais tellement avoir de trafic Google que le pire qui peut m'arriver, c'est que je peux juste mettre une bannière AdWords puis survivre amplement bien avec ça. Moi, ça a été mon thinking. C'est que je peux pas fail si je continue toute ma vie à juste continuer à faire ça. Tu sais, faut souvent prendre... C'est bien beau d'avoir des objectifs cool, puis etc. Là, sauf qu'il faut souvent prendre des actions modestes dans le quotidien et te demander si je fais ça à tous les jours, à quoi est-ce que ma vie va ressembler, pas dans 2 mois, mais dans 2 ans, dans 3 ans. Avoir de la constance. Moi, dans mon cas, ça a été 3 ans. Après 3 ans, je commençais à faire un petit peu des revenus d'affiliation, tu sais, comme 500 à 1000 $ par mois dans mes bons mois. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai un petit coussin financier. Je fais de la consultation à gauche, à droite. Je fais peut-être, c'est comme encore une fois, entre 1000 et 3000 par mois en consultation, plus ma job. Fait que là, je suis quand même bien. Là. Fait que là, je m'en vais voir mon boss, puis je fais comme, OK, je pense que il y a quelque chose qui s'en vient aux États-Unis. C'est devenu tellement big, l'industrie des cours en ligne. Ça s'en vient au Québec, c'est sûr à 100%. Je pense que je suis une des bonnes personnes qui peut faire ça. Parce que avant de faire un projet, faut que tu te demandes, est-ce que tu peux le faire? Ben oui. Hein? Non, mais ça se peut si j'avais jamais investi une pièce en pub Facebook, si j'avais rien à dire, j'aurais pas pu me faire une formation en pub Facebook. Fait qu'il y a une chose à se demander, est-ce que je peux le faire? Et ensuite de ça, de tous ceux qui peuvent le faire, il y en a combien qui sont prêts à tout lâcher pour le faire? Parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut tout que tu lâches. Okay? 100%. That's it. That's all you do now.
ça paraît extrême de dire c'est comme si tu brûles tes bateaux, blablabla. Il y a bien des coachs en motivation qui vont dire qu'il faut absolument que tout le monde ait un moment de même où ils prennent un risque incroyable, tu mets tout sur la table et si ça marche pas, non, regarde, moi j'ai pas fait ça. Okay, là, j'ai attendu d'être stable, d'être bien, j'ai tout vendu mes cossins puis je suis retourné vivre chez ma mère. Oh ouais. Okay? Intéressant. Ma formation sur le marketing par courriel, là, qui est ironiquement vendue pour 300 000 $, je l'ai faite à partir du sous-sol de ma mère. Back to the basic. J'aime ça. Intéressant. Puis j'aurais pas eu besoin de le faire. OK? Sauf que quand on est entrepreneur, lorsqu'on veut se lancer, on est insécure. Puis c'est normal d'être insécure. C'est ça qui fait en sorte, quand on a peur, c'est ça qui fait en sorte qu'on survit. L'inexpérience est excessivement bon quand tu te lances. C'est un peu naïf, tu le fais, puis habituellement, si tu travailles fort, ça va bien se passer. Yep. Donc, là, ce que je comprends, mais je vais faire un petit recap. Tu l'as lâché, là, ta job, là, chez Voyage Arabais. J'allais lâcher. Là, t'es rendu on your own. Puis là, la formation courriel, t'es reparti vivre chez ta mère. Là, tu l'as fait. Là, t'as dit un gros chiffre. T'as fait 300 000 de ventes. Mais je pense pas que ça s'est passé en 2 mois. Parle-nous un peu de ça. La première formation que tu fais, marketing par courriel, comment que ça se commercialise? Comment que ça se passe? C'est celle sur la pub Facebook. Pub Facebook. Fait que c'est sur la pub Facebook, il me reste encore 4 mois de loyer. J'ai clenché, je me suis acheté une petite caméra de base, un Canon Rebelle T3i pour ceux qui sont familiers un peu avec ça. C'est de la vraie marde, il n'y a pas d'autofocus. Mes vidéos sont tout croches, le son est de la marde, le background c'est là, c'est une marde. Mais tu sais, je faisais le mieux que je pouvais avec ce que j'avais, puis ça paraissait. Ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Quand tu commences tes poches, ça va être lettre, ça va être cringe, sauf que si tu donnes, puis si ça paraît que tu as mis des efforts, les gens vont pardonner ça. C'est sûr. Si tu mets des efforts. Si tu botches, man, tu t'en vas direct dans la rue, tu vas être pauvre, puis personne ne va rien t'acheter parce que ça paraît quand tu te forces pas. Fait que c'est ma formation sur la pub Facebook que j'ai lancée quand que je suis parti de chez Voyage Arabais. J'ai fait un pré-lancement sur mon infolettre. On a fait 6 000 de ventes. Wow. Fait que ça, c'était cool. Juste avec le pré-lancement? Ouais, fait qu'on avait 1000 personnes. Là-dessus, il y en a, je me rappelle, 7-8 qui l'avaient acheté. Ça m'avait donné un genre de... Plus que ça. Ça m'avait donné 6 000 $. Ça t'a surtout donné de la confiance. Ça m'a donné... je me suis dit, OK, là, j'ai comme 2-3 mois. Je m'en vais retourner chez mes parents. Fait que j'en ai peut-être un petit peu plus que ça pour être capable de faire mon produit puis livrer quelque chose. Intéressant. Et j'ai fait mon lancement en septembre avec toutes les stratégies que j'enseignais dans ma formation Facebook, right? C'était juste comme, j'aime des stratégies à vous montrer, puis je vais vous faire une formation sur comment les faire, puis je vais l'utiliser, je suis pas capable, right? Fait que cette formation-là, à partir de septembre, on a fait 12 000 et on n'a jamais fait en bas de ça. Ça a été mon plus petit mois pour cette formation-là, de revenus récurrents. Maintenant, ma formation vend un peu moins parce que c'est plus mon focus principal, mais ouais, c'est fait que 12 000 jusqu'à 36 000 de revenus un moment donné, dans un mois, juste avec cette formation-là. C'est vraiment quelque chose. Surtout quand tu vas chez tes parents puis que... c'est ça. T'as pas d'hypothèque, t'as rien à payer. Puis t'as pas énormément de costs. J'imagine que tu fais de la pub Facebook, ta formation sur la pub Facebook, fait que tu la promouvois en s'entend beaucoup sur la pub Facebook. D'ailleurs, c'est là la première fois que je t'ai vu. Mais ça, c'est intéressant. Donc, t'arrives septembre, là, ça décolle, puis j'imagine... Je m'en attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Qui je m'attendrais à ça? Voyons donc. T'as quel âge à ce moment-là, quand c'est lancé? Je faisais genre comme 40 000 là, chez Voyage Arabais. Là. Là, je fais comme 12 000 dans un mois. T'es-tu cave? Je comprenais absolument pas ce qui se passait. J'avais l'impression d'avoir traversé la matrice. Là. Puis c'est quoi qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est est-ce que cette formation-là, je l'accélère ou du moins je continue à en créer d'autres des formations parce que je sens que j'ai de quoi entre les mains? Mais ça a été la deuxième chose. Donc, je me suis dit, je vais juste faire plus de formations pour être capable de parler de mes différentes expertises. Donc, j'avais 3 expertises à ce moment-là. Le marketing par courriel, parce que Voyage Arabais, on avait une liste de 500 000. J'ai fait des centaines de tests AB. J'ai envoyé des millions de courriels. J'avais de quoi dire là-dessus. Et ensuite de ça, et non seulement ça, mais j'avais fait un lancement et j'avais automatisé mon processus de vente, ce qui a fait en sorte que j'ai prouvé mon propre régime en me mettant en rip figurativement avec ma... En sortant que tu vendais ce que tu faisais, là, tu sais. C'est pas juste comme quelque chose que j'avais fait pour quelqu'un d'autre, j'avais fait pour moi aussi. Exactement, oui. J'avais ça, puis ensuite de ça, j'avais le blogging. J'ai fait un blog, j'ai fait ma crédibilité avec le blog, j'ai appris plein de choses sur le blogging. Donc ça a été les 3 sujets que je me disais, crime, j'ai des compétences pour ça, je peux livrer la marchandise là-dessus, donc je me suis engagé à faire ces 3 formations-là, back-à-back le plus rapidement possible. Et ça m'a pris, je te dirais, 1 an et demi à 2 ans de tout faire ce processus-là. Puis tes formations ont été lancées. J'imagine que certains ont eu des succès plus hauts que d'autres. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, Ali, c'est que on sent qu'il y a eu un succès. Mais à un moment donné, puis on avait une discussion là-dessus, il y a comme eu un switch parce que tu t'es dit, il me semble, puis rappelle-moi un peu qu'est-ce que tu t'avais dit à ce moment-là. Est-ce que tu vas juste tout le temps continuer à faire des formations ou il faut que tu changes un petit peu ton approche, ton modèle d'affaires pour continuer à travers le temps à vendre des formations puis à vendre des cours en ligne à tout ça? Parce que c'est à partir de là, dans ces, je sais pas exactement on est à quelle année, que est venue l'idée de bâtir une plateforme en ligne qui est la tranchée. Oui, mais en fait, c'est un peu...
sais, quand on se dit, moi, je veux faire des formations, tu sais, j'étais très, très jeune. J'étais comme sur un high un peu à cette époque-là. Tu sais, je venais de beaucoup d'argent. Je voyageais à travers le monde avec ma copine, sur les plages. Tu sais, l'espèce de rêve des travel bloggers. La vie d'influenceur. Ouais, exact. Là, okay. En tout cas, c'est ça qui est ça, hein, cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, j'ai plein d'amis entrepreneurs que, quand tu es entre guillemets, un influenceur ou quand tu as une certaine audience, il y a plein de monde qui viennent te parler. Puis il y a beaucoup de crossage d'ego là, dans l'univers des entrepreneurs, surtout dans les milieux fermés comme Montréal, Québec et son milieu, Montréal francophone et son milieu aussi. Donc, puis là, c'est tout du monde qui dit, tu sais, moi, j'ai tant d'employés, moi, j'ai tant de chiffre d'affaires, moi, tu sais, check mes bureaux, regarde mon char. Fait qu'il y a beaucoup de comparaisons qui se fait. Je dois avouer que je me suis fait un petit peu embarquer là-dedans. Okay. Je me suis dit, OK, mais tu sais, moi aussi, ça va me prendre une structure. Il faut que je chaye une entreprise. Faut pas que je chaye un petit blogueur. Tu sais, moi, quelqu'un qui me disait, t'es juste un blogueur, moi, ça m'insultait bien raide. OK, intéressant. Je sais comment moi, je suis un blogueur. Ça pique un peu dans ton ego. Je suis un blogueur, mais je fais plus d'argent que toi. Fait que là, c'est là, je me suis dit, je vais complexifier tout ça, je vais rendre ça, je vais essayer de faire quelque chose. OK. Fait que c'est là que j'ai engagé Marie-Pierre, qui a travaillé avec moi à temps plein pendant 2 ans et demi, je pense. Et puis, c'est là que je me suis dit, OK, on va bâtir quelque chose. Là, j'ai une audience. J'ai plein de monde qui ont acheté des formations. Et ce monde-là, en fait, faut qu'il s'en aille dans des groupes Facebook. Parce qu'on avait un groupe Facebook là, pour être capable de faire C'est de la grosse merde, les groupes Facebook, honnêtement. La gestion de ça. Ouais. À cause que là, il faut que tu acceptes tout le monde au fur et à mesure. Il faut que tu les enlèves au fur et à mesure. Tu payes plus, tout ça. Ouais, exact. Ensuite de ça, tu sais, les réponses que les gens donnent sur les groupes Facebook. Entre toi puis moi, là, ce que je vois la plupart du temps, c'est pas du monde qui sont intéressés à aider les gens à cause qu'ils ont une réputation sur la plateforme. C'est plus des gens qui sont intéressés à montrer pendant 5 minutes qu'ils sont intelligents ou qu'ils sont bien connectés. Ou c'est très, très dans l'ego Facebook. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi sur les interactions qu'il y avait. C'est pas des belles interactions. Puis moi, personnellement, je suis une personne qui a appris à monter et démonter des ordinateurs sur les forums. J'ai appris à programmer, faire du design sur des forums. On avait notre petite compagnie de prod en ligne. Je faisais des clips sur Newgrounds. J'apprenais ActionScript. On était sur des forums. Quand j'avais besoin d'aide, je m'en allais sur des forums. Les réponses qu'il y avait là-dessus, c'était malade. Puis dans les forums, il y avait une espèce de communauté qui se formait avec des gens comme ça. Tu sentais pas ça dans tes groupes Facebook, là? Non, absolument pas. Puis tu voyais, cette personne-là, elle a tant de messages qu'elle a publiés. Tout le monde la respecte. Lui, c'est un modérateur. Ça fait full longtemps qu'il est là. Il y a une espèce d'esprit de communauté puis de désir de reconnaissance que t'as quand tu fais partie d'un forum qu'on a perdu avec les médias sociaux où là, ton statut social est déterminé par le nombre de followers ou de likes ou de whatever que tu as. Puis ces followers puis ces likes-là que tu gagnes ne sont pas basés sur ta crédibilité et l'effort que tu as mis. Ils sont basés sur, OK, mais peut-être que la personne, elle les a juste achetés parce que c'est cheap. Ça va rien. Fait que je me suis dit, je vais faire un forum. Okay. Et j'ai regardé les différentes plateformes qu'il y avait. Je suis tombé sur une plateforme vraiment cool qui s'appelle Discourse. Et je me suis dit, OK, wow, ça, c'est la plateforme de l'avenir. Et comme de fait, 3 ans plus tard, tous les gros forums du web sont en train de migrer vers cette plateforme-là. Juste de mémoire, parce que je suis un peu un gamer, donc les forums de Blizzard viennent de faire le switch. Juste parce que je veux en parler, je me rappelle pas des autres case studies, mais ça paraît un forum qui est fait sur cette plateforme-là parce qu'il y a des similarités. Tous les gros forums sont en train de changer là-dessus. Donc, j'ai fait un bon choix technologique à la base. Donc, je me suis dit, je vais prendre les gens qui ont, pour venir à la question, les gens qui ont acheté mes formations, ils se parlent pas. Il y aurait très intérêt à se parler. Le monde qui ont fait de la formation sur la pub Facebook, mais il faut qu'il y ait la personne qui a fait de la formation sur le blog. Effectivement. Peut-être qu'ils ont des business en commun, puis ils peuvent faire du maillage, puis s'entraider ou répondre aux questions des autres personnes. Fait que je me suis dit, on va rassembler tout ce monde-là sur une plateforme. Donc, de là, la tranchée est née. Et l'idée de, à terme, éventuellement, ce qu'on est en train de faire présentement, ouvrir cette plateforme-là à d'autres enseignants, rendre ça le lieu de référence pour tout. Qu'est-ce que Newgrounds, qu'est-ce que ces forums-là ont été pour moi quand j'étais plus jeune pour me permettre d'apprendre toutes les choses que j'ai appris, faire en sorte que la tranchée soit ça, mais pour les entrepreneurs. Je comprends. Puis, je suis curieux parce que en ce moment, il y a quelques plateformes un peu qui font ça au Québec, Alias Entrepreneur d'ailleurs, qui de plus en plus commencent à avoir une plateforme d'éducation en ligne. Est-ce que la tranchée sur le long terme, tu veux davantage enligner plus sur le marketing numérique ou un volet un petit peu plus global, comme tu disais, pour les entrepreneurs en général? C'est beaucoup plus que le marketing numérique. Moi, je suis une personne... C'est ça qui est le fun avec, mettons, tu prends la plateforme de Serge, Alias Entrepreneur, c'est une super de belle plateforme. Serge, c'est un entrepreneur que je respecte énormément. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette personne-là. C'est une personne qui est très de haut niveau. Tu t'en as parlé avec sur le podcast, comment est-ce qu'il a vendu son entreprise, des deals avec des dizaines de millions. Moi, je suis pas là. Puis j'ai pas la prétention d'être là non plus. Aucunement. Je suis pas riche, pas millionnaire. Je me brande pas comme quelqu'un qui est riche ou qui est millionnaire. Je me brande comme un étudiant.
Je vois quelque chose qui m'intéresse, je l'apprends, je le partage. Intéressant. Donc, tout le contenu que je crée, je veux que ça soit du contenu qui est excessivement concret, appliqué à la réalité d'un entrepreneur. J'ai besoin d'apprendre à faire un Facebook Live comme ceux que je fais. Ouais. Ben, idéalement, il faudrait qu'il y ait une formation sur ma plateforme, comment faire un Facebook Live de feu. Le podcast qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on fait pour faire un podcast? Littéralement. Cette affaire-là, c'est comme filmer, je fais une conférence, j'aimerais ça la filmer. Comment faire? Donc, ça nous prendra une formation là-dessus. Donc, tout est petit. Comment faire quelque chose de concret pour les gens qui ont besoin de se promouvoir en ligne ou dans la vraie vie. Intéressant. Puis il y a une question qui me vient en tête. Tu as parlé que La Tranchée avait été bâtie pour une des raisons parce que les gens qui achetaient tes diverses formations, ils se parlaient pas assez entre eux. Donc ça, c'était le volet un petit peu plus communauté. Moi, je te pose une question au niveau business. Je vois beaucoup de gens qui vendent des cours en ligne autant aux States, en France, en Europe, etc., que finalement, à un certain point, maintenant, ils sont pris dans un volet qui sont toujours obligés de faire des lancements. Donc, tu vends une formation, on va dire $700, $1,000. Il faut que tu fasses un gros lancement 1 ou 2 fois par année. C'est beaucoup de travail. Puis des fois, le lancement va pas être super intéressant. La question que je te pose, est-ce qu'il y avait un intérêt financier également à passer d'un volet à des ventes, on va se dire, one shot, d'une formation à 500 000 $, à amener ça sur un volet un petit peu plus recurring? Est-ce que ton thinking pour La Tranchée a été également basé au niveau financier derrière ça? Ben, c'est sûr que ça prend de l'argent pour être capable de réaliser des choses dans la vie. Fait que l'argent, je te mentirais puis je serais plein de marde si je te disais que c'était pas important pour moi d'une certaine façon. Ceci étant dit, la raison pourquoi j'ai... Puis au niveau peut-être pas de l'argent, mais du modèle d'affaires. On pourrait dire ça. Non, mais le modèle d'affaires, c'est juste une façon de prendre l'argent du monde puis la mettre dans tes poches. Là. On se mentira pas, c'est ça. Là. Donc, la raison pourquoi est-ce que j'ai passé d'un modèle one-shot de lancement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai fait des préventes, j'ai fait des offres de lancement, puis j'ai fait des petites offres evergreen un petit peu plus soft. Je suis pas une personne qui aime ça faire des one-shot deals, des événements. OK, first, si tu fais un lancement, OK, c'est tout un cours en ligne qui est hébergé sur une plateforme. Là. Pourquoi est-ce que je peux pas l'acheter demain? Pourquoi? On s'entend que c'est il y en a pas de bonne réponse. OK? Je pourrais l'acheter demain, sauf que tu veux pas me la vendre demain. Pourquoi? Parce que tu veux me forcer la main à l'acheter aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est pas... Ça te rejoint pas. Éthique. OK. C'est pas quelque chose qui me rejoint dans mes valeurs. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. Je l'ai jamais fait. Je le ferai jamais. Je ne vais pas dire ça dans un podcast, mais bon. Peut-être On que dans jamais. 15 ans, je vais être devenu corrompu. Là, les gens. Fais des lancements orchestrés. Mais je comprends l'attrait. C'est excessivement lucratif de faire ce genre de lancement-là. Fait que je comprends pourquoi que les gens le font. Mais ça peut être difficile à un moment donné aussi. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, puis ça devient de plus en plus à la mode de travailler sur des modèles recurring. Fait que c'est pour ça que je voulais savoir si ça avait été un petit peu un thinking pour le La deuxième Tranchée. thinking avec La Tranchée, ça a été de rendre ces formations-là. Pour une business, il faut que tu fasses de l'argent. Si tu es pas capable de faire de l'argent, tu n'es pas capable d'investir pour être capable de créer tes produits, tu es pas capable de servir tes clients. Fait que ça te prend de l'argent. Fait que je peux pas me permettre de donner mes formations. J'aimerais vraiment ça, donner mes formations, puis qu'il y ait comme juste 100 000 personnes qui fassent ma formation, puis qui disent « Aïe, man, Olivier, il a changé ma vie. » Ça serait parfait. Sauf que je peux pas faire ça. Il faut que je fasse de l'argent. Parce que même si je la donne, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que les gens la découvrent? Il faut que je paye de la pub. Juste payer de la pub pour faire en sorte que les gens... Il faut que tu payes pour que les gens 100%. portent attention à toi. Tu n'as pas le choix. Fait que tu es obligé d'avoir un modèle d'affaires qui fait du sens. Fait qu'il faut que tu vendes quelque chose. Donc, l'idée avec un membership mensuel, c'est de faire en sorte de baisser le plus possible les coûts en lien avec l'accès à ce genre de contenu-là. La structure que j'ai lancée, La Tranchée, ça a été l'argent que tu investis en abonnement sur la plateforme, tu peux l'utiliser comme rabais pour être capable d'avoir accès à mes formations. Donc, je vais donner un exemple. Si tu prends un abonnement d'1 an sur La Tranchée, ça revient à 360 $, je pense, quelque chose dans le genre plus taxes. Peut-être en Europe, tu n'as pas de taxes, fait que c'est 360 $. Tu vas avoir 360 $ de crédit que tu peux utiliser pour te revirer de bord puis acheter une formation. Fait qu'une formation à 495, tu reviens à 130 $ à peu près. Je sais pas vraiment. Fait que ça, de un, ça te permet d'avoir toutes les ressources qu'on offre sur La Tranchée, chose qui vaut amplement son prix. Du support, comme une communauté qui t'aide. Quand tu as une question, ben, tu as juste à la poser, puis il va y avoir comme plein de monde qui vont se garrocher pour t'aider puis donner des bonnes réponses. Mais non seulement ça, mais tu vas pouvoir avoir accès à des formations de ton choix sur des sujets que tu as besoin d'aide right now, de façon la plus abordable possible. Il y a du monde qui sont prêts à acheter des formations à 4 000, à 5 000, à 6 000. Mais moi, je pense que je veux démocratiser le plus possible le marketing parce que je pense qu'on s'en va dans une économie où les gens vont devoir devenir des entrepreneurs, ils n'auront pas le choix. Et si on fait en sorte que l'information en ligne pour être capable de devenir un entrepreneur qui a du succès n'est réservée qu'aux gens qui ont 4, 5, 6 000 $ pour avoir une formation, on est mal pris. Là.
en tant que société, on est mal pris. Tu veux rendre ça un petit peu plus accessible. Puis je trouve ça intéressant. Puis je suis curieux. J'ai lu des choses par rapport aux formations en ligne. Puis je l'ai même vécu avec certains clients qui travaillent avec nous. C'est que beaucoup de gens qui vont acheter des formations, paradoxalement, vont pas les consommer. Je pense qu'il y avait un chiffre qui était sorti. Je suis coupable de ça moi-même. Ben, beaucoup de gens, c'est paradoxal. On va payer un certain prix. Tu le disais tantôt, des fois, c'est cher une formation. Là. Ça peut être 1000, 2000, 3000 $. Puis je pense que c'est à peu près ça le chiffre. 70% des gens qui vont acheter une formation vont pas la consommer. Donc souvent, ce que ça va amener à ce que des gens vont se désabonner si c'est un système récurrent ou qu'ils vont pas réacheter la prochaine formation parce qu'ils n'ont pas consommé la première. Moi, je voudrais savoir, si on regarde un petit peu plus le volet business de la formation en ligne, un petit peu comme le volet de la tranchée, pour les gens qui nous écoutent et qui pensent éventuellement peut-être se lancer dans le même type de modèle d'affaires, comment que tu peux inviter et comment que tu t'y prends présentement sur la tranchée pour faire en sorte que les gens consomment le contenu, pour faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de gens qui se désabonnent? Parce que c'est, entre parenthèses, un peu un fléau. Si les gens achètent le truc et le consomment pas, entre toi et moi, ça va être difficile qu'ils restent sur la plateforme. Exact. Mais c'est sûr que tu peux pas, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais au niveau, quand j'étais consultant, j'aimais pas ça, donner des conseils parce que les gens les faisaient pas. Fait que j'avais pas d'impact dans leur vie et j'aimais pas ça. Fait que là, j'ai fait en sorte que les gens se sélectionnent un peu eux-mêmes à savoir c'est qui va être game de suivre les conseils. Ouais. Mais encore une fois, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui s'abonnent à la tranchée et qui ne participent pas à la tranchée. Et ça, c'est plate. C'est pas le fun. Fait que j'ai mis quelques systèmes en place pour faire en sorte de maximiser l'engagement des gens sur la plateforme. C'est sûr qu'on pourra jamais atteindre un taux de 100% du monde qui s'inscrivent, qui vont tous voir la valeur, qui vont s'impliquer parce que quand tu as une communauté, ben plus que tu donnes à la communauté, plus que tu reçois de cette 100%. Communauté-là. Il y a du monde partout dans la vie, c'est le même. Ouais, définitivement. C'est sûr qu'il y a du monde qui veulent savoir une pilule magique. J'ai jamais voulu de pilule magique de ma vie. Je comprends pas le monde qui en veut. Ben, malgré que si tu me dis je prends une pilule puis j'ai un six-pack, c'est sûr que je la prends. I'm down with that shit. Mais, bon, de retour au monde qui veulent me copier, je vais vous donner le blueprint. Go for it! Donc, le système de crédit, ça a été une façon de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression de perdre leur argent s'ils ne sont pas impliqués dans le mois. Fait que tu as payé 34$, tu n'as pas utilisé le service, c'est pas grave, tu l'as pas perdu. C'est encore là, tu peux t'en servir plus tard. Fait que ça, c'est une stratégie. Ensuite de ça, quand les gens ils se désabonnent, ils perdent leur crédit. Fait que ça fait 6 mois que tu es abonné, t'as accumulé tant de crédit, puis là, tu sais quoi, tu vas le perdre? Non, reste. Implique-toi, ça va être nice. Fait que ça. Ensuite de ça, j'ai eu différents tiers de prix. Au début, on a commencé à 11,99. Ouais. À cause que la plateforme était nouvelle, on n'avait pas toute l'architecture autour. Fait que les gens qui étaient à 11,99 restaient à 11,99 tout le temps. OK. Si tu te désabonnes, par contre. Ça, c'est intéressant. Oh, là, si tu te désabonnes, mon gars, tu te réabonnes au littéralement comme des services de gym un peu comme Nautilus. Je sais plus encore s'ils font ça, mais c'était de même. Si tu te prenais un abonnement il y a plusieurs années, il allait jamais nécessairement monter à travers le temps le prix de ton abonnement, même si l'inflation allait changer. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre stratégie pour être capable stratégie. De garder les gens. Fait que là, on est rendu à 34,99. Pendant 2 ans, chaque année, je faisais comme les prix doublent demain. Fait que go. Fait que la plupart du monde était comme, les clients actuels trouvent ça vraiment le fun. Fait que t'es sûr que c'est des clients à vie. OK, intéressant. Fait que ça, c'est quand même cool. Ensuite de ça, permettre aux gens de suspendre leur compte. Je sais pas si c'est encore bon pour moi, mais je veux pas perdre mes crédits, je veux pas perdre mes avantages, donc je vais dire que je vais suspendre mon compte pendant une période de 1 à 3 mois. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a offert aux gens pour s'assurer qu'ils restent plus longtemps. Ensuite de ça, pour être à la tranchée, un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a tellement d'affaires. On offre tellement de trucs. Oui, on a une forme de discussion où tu peux poser des questions et avoir des réponses. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, on a des formations gratuites qu'on offrait aux membres de la tranchée. Fait que ça, faut que tu le saches. Il y avait du monde qui se désabonnait et ne savait pas qu'on avait des formations. Ensuite de ça, on avait des webinaires à tous les mois. Maintenant, ils sont à toutes les semaines. Donc, faut que tu saches qu'on a des webinaires. Puis, il faut que tu viennes poser des questions. Il faut que tu en profites. Au début, on était peut-être, je sais pas moi, comme entre 15 et 30 membres sur 1000 qui venaient au webinaire. C'est quoi ça? Fait que là, on s'est dit, OK, on va changer un petit peu la formule. Finalement, ce qu'on fait, c'est que les gens posent leurs questions. Chaque semaine, ils votent pour la meilleure question. On y répond durant un Facebook Live. Okay. Fait que c'est ouvert à tout le monde, mais après une journée, on le prend et on le remet exclusif aux gens qui sont les membres. Donc, tu as comme une librairie de questions auxquelles j'ai répondu de façon extensive. J'ai répondu à tout le monde, comme du monde pendant 1 heure. Fait que ça aussi. Ensuite de ça, on a des rabais avec des partenaires que les gens peuvent avoir accès. Sauf que ça aussi, il faut que tu le saches. On a un système, on a un répertoire où ce que les gens peuvent dire qu'est-ce qu'ils ont à offrir puis qu'est-ce qu'ils recherchent comme service pour être capable de faire des matchs entre le monde. On a ça aussi. J'en parle pas souvent, mais on l'a. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des rencontres secrètes. On fait des rencontres tous les trimestres. On donne du stock au monde. On a un programme d'affiliation qui se débloque plus que tu t'impliques. Fait que l'idée, c'est qu'on avait tellement d'affaires qu'il a fallu qu'on trouve un moyen de faire en sorte que les gens, progressivement, découvrent chacun de ces éléments-là. Un peu comme dans un jeu vidéo où tu commences ton bonhomme, tu peux pitcher une boule de feu, that's it.
Ben après ça, tu peux faire un super kick, puis pitcher une boule de feu. Oh, tu viens de level up. Ensuite de ça, t'as un épée, puis tu peux te pencher. Je sais pas. C'est un jeu vidéo vraiment poche, là. Je voulais faire des jeux vidéo quand j'étais petit. Une chance que j'ai pas fait ça parce que vous voyez qu'est-ce que ça l'aurait donné. Tu sais, pour dire que... Mais tu les fais parce que si tu leur donnes toute l'information au début, ils vont pas la consommer. Il va en avoir trop. Exact. One step at a time. Mais il y a un truc que tu as dit, j'ai trouvé super intéressant. En gros, si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe, ton objectif, c'est vu que tu avais tellement de choses, il fallait que tu sois capable de trouver une manière intelligente de multiplier les touch points. Parce que si tu as pas assez de touch points avec tes clients, là, tu me parlais, un Facebook Live, répondre aux commentaires. À un moment donné, les gens qui soient à la tranchée ou même ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont pas obligés d'être sur la tranchée puis ils peuvent les voir un petit peu, tes Facebook Live, comme on disait tantôt. Plus que tu as de touch points, plus que tu te rappelles que l'information est là, plus que tu vas y retourner, que la plateforme est là, plus que tu vas y retourner, là, si je comprends bien. C'est pas juste ça. C'est une question, si tu veux y avoir accès, faut que tu fasses X, Y, Z. C'est là que, comme tout a changé, où ce que je me suis dit, OK, là maintenant, là, t'es un nouveau membre, la seule chose que tu peux faire, c'est poser des questions sur le forum. Si tu veux aller plus loin, soldat, tu dois remplir ta première mission. Et ta première mission consiste à remplir ton profil, right? Parce qu'un forum rempli de monde qui n'ont pas de nom, c'est plate, pas de description, c'est plate, pas de photo, c'est plate, pas de location, c'est plate. On veut savoir d'où ce qui vient le monde. Fait que va remplir ton profil, va lire les règlements et puis présente-toi sur la communauté. Bam, tu viens de remplir la première mission. Quand tu remplis la première mission, tu as des points d'expérience et tu as des crédits. Donc, on te donne de l'argent. Gratification un peu. Là, on te donne de l'argent. Il y a des beaux petits gifs que j'ai choisis. Là, Donc, on te donne littéralement de l'argent. Donc, à peu près 5 à 10 à 15 à 20 crédits par mission que tu remplis. Et à chaque mission, on te présente une nouvelle section du site web et c'est en explorant cette section du site web-là que tu remplis cette mission-là. Fait que la mission 1 arrive à la mission 2. Tu viens de débloquer les rabais. By the way, on a des podcasts et des articles de blog. Il faut que tu aies en regardé une coupe pour être capable de débloquer la mission 3. La mission 3 va te donner accès aux cours gratuits. C'est le fun des cours gratuits. Va regarder les cours gratuits pour être capable de débloquer la mission 4 qui va te donner accès au webinaire. Donc, pour être capable d'avoir accès au webinaire, il faut que tu ailles voir les cours gratuits qu'on vient de te débloquer. Donc, tu vois comment qu'est-ce que d'étape en étape, on accompagne la personne et ensuite de ça, il y a une grosse séquence de courriel qui fait en sorte, qui dit, hey, t'as monté de niveau, mais là, ça fait une semaine que t'es pogné à mission 5. Y a-tu un problème qui se passe? Je comprends. Et ensuite de ça, mais là, la personne, elle gagne des crédits, elle les accumule et ça prend un système qui fait en sorte que, hey, t'as 150 crédits, tu les as pas dépensés, what's going on? T'as-tu besoin de plus d'informations sur qu'est-ce que tu pourrais faire avec cet argent? Fait que c'est comme Fait qu'au-delà des touch points de ce que tu es en train de me dire, c'est c'est bien beau de parler à la personne, mais il faut que tu trouves une manière facilement qu'elle puisse poser une action. Sinon, oublie ça. Si elle n'est pas engagée, elle va partir, là. Ouais. Exactement. Parce que tu as des actions, tu as beau y parler, mais si elle fait pas ça, elle n'aura pas accès à ton contenu de ce que tu es en train de me dire, là. Non, effectivement, ouais. OK. Très intéressant. Parlant de ça, continuons un petit peu avec la tranchée. J'aimerais que tu me dises, depuis que tu as créé la tranchée, c'était quoi la plus grosse, on va dire, erreur que tu as pu faire? Puis qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là? C'est une très, très bonne question. C'est une erreur qui n'est pas en lien avec l'entreprise, mais c'est une erreur personnelle en tant qu'entrepreneur dans le développement de tout ça. Donc, je t'ai mentionné tantôt pour faire une boucle que une des raisons pourquoi j'ai décidé de scale up et de me dire, je vais engager du monde. C'était à cause que je voulais être plus une vraie business. Et pression sociale un peu de ce que tu nous disais tantôt? Un peu. J'avais besoin de me prouver ou quelque chose. Là. Et ce qui s'est passé, c'est que une des raisons pour laquelle je suis parti du milieu du travail, c'est parce que j'aimais pas la gestion. J'aimais pas faire des meetings. J'aimais pas avoir besoin de me justifier puis d'expliquer puis de partager pourquoi est-ce qu'une personne devrait faire quelque chose. Non, tu le fais parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu le vois pas, ben qu'est-ce que tu fais ici? T'sais? Honnêtement, je suis pas un bon boss. Non, j'aime pas ça être boss. Okay. J'haïs ça pour mourir. Écoute, Marie-Pierre, c'est une super bonne employée, hyper compétente, mais elle était juste pas heureuse avec la tranchée. Puis si elle a été 6 mois où elle se levait à tous les matins puis qu'elle avait pas le goût de travailler à cause qu'elle savait pas pourquoi est-ce qu'elle faisait qu'est-ce qu'elle faisait, à cause que je communiquais mal mes affaires, à cause qu'elle était toute seule chez eux, elle était isolée, puis c'est tough de travailler toute seule de chez eux. Puis que moi, j'étais pas assez présent pour être capable de l'encourager puis de travailler avec elle, c'est de ma faute aussi. Tu sais, je suis pas un bon boss. Fait que ça a été une de mes erreurs de vouloir être capable de par ego, de m'imposer une structure plus large que ce que j'avais besoin d'être. Pour le vrai, j'ai pas besoin de grand-chose pour être capable de faire mon entreprise. Là, je suis moi, ma sœur. C'est ma sœur, fait qu'on s'entend super bien ensemble, on travaille très, très bien ensemble. That's it. Et puis, je veux pas que ça soit plus gros que ça. J'aurais pas d'autres employés. C'est super intéressant. En gros, ça revient à se connaître soi-même, ce que t'aimes, ce que tu veux faire. Exact. That's it, là, aussi simple que ça. L'entrepreneuriat, c'est censé être le fun. Ouais. Et si c'est pas le fun, il y a quelque chose que tu fais de pas correct. Il y a du monde que ça c'est peut être tough, par contre. Ça peut être tough. Oh oui, mais c'est pas le fun si c'est pas tough. Exactement. Être tough, ça peut être le fun, 100%.
Tu sais, je veux dire, si tu s'en vas, mettons, tu joues au hockey, right? Puis tu joues contre quelqu'un au hockey, contre un goaler, peu importe, c'est ton ami, genre, puis il est vraiment en poche. Est-ce que c'est le fun? Non, pas le fun. T'es comme, tu pourrais-tu être meilleur pour que j'aie plus de fun? Faut que ça soit challengeant un peu. Tout ça pour dire que moi, c'est juste pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, la gestion. Il y a du monde qui sont très, très pro. Pour eux, c'est comme les humains, la relation avec les humains qui est importante. Il y en a d'autres personnes que pour eux, c'est plus les choses qui sont importantes. Créer quelque chose de concret ou qui existe, de ce processus de gadgeteux. Ça, c'est quelque chose qui me parle. C'est plus ça. Mais moi, la psychologie, sociologie, gestion, c'était moins gestion, ces trucs-là, ressources humaines. Tu me perds, là. C'était pas tes affaires. Tu me perds, direct. Mais c'est correct parce que ça t'en a juste pris une expérience comme ça avant d'avoir cette réflexion-là. Il y en a que ça peut prendre 10 ans de temps, qui se sont forcés. Tu parlais tantôt du volet pression sociale. Il y en a qui vont s'imposer cette pression d'avoir, je sais pas trop, X nombre d'employés, X nombre de personnes à gérer, mais qu'au final, ils sont malheureux là-dedans. C'est quand même intéressant que tu as été capable de reconnaître rapidement, entre parenthèses, cette erreur-là, ça n'a pas été tellement long, je pense, cette expérience-là, et de la corriger et de ne plus le refaire nécessairement. Donc ça, c'est super intéressant. Autre chose que je te posais comme question. Moi, je me rends compte de plus en plus, puis j'en avais parlé en début de podcast, que les certifications privées, puis quand je dis certification privée, on va dire les cours en ligne, littéralement, ils prennent de plus en plus de place. Puis même d'ailleurs, une agence comme la mienne, J7 Media, si quelqu'un arrive chez nous avec des certifications privées de fait au niveau du marketing en général, que ce soit digital marketer ou une autre personne, je trouve qu'elle va avoir une longueur d'avance comparativement à quelqu'un qui va avoir X, Y, Z formation à l'école au niveau du marketing, OK? Donc ça, c'est le statement que je vois de plus en plus, puis ça devient de plus en plus populaire, tu en as même parlé. Moi, j'aimerais que tu me dises un petit peu ton point de vue par rapport à cette évolution-là, que les certifications privées, surtout dans le milieu du marketing, deviennent super, super importants. Puis ton point de vue de ça également par rapport aux certifications, on va dire, à l'école publique, qui se passe en général là, dans le milieu traditionnel. OK. Je pense que l'école a son rôle à jouer. C'est important qu'on ait une école. C'est important qu'il y ait certaines professions qui soient protégées par des ordres. Je veux dire, moi, je veux quelqu'un qui fait si tu fais un pont, man, t'es bien mieux d'avoir, tu sais, je veux dire, t'es un ingénieur. Regarde, c'est la vie du monde dans lequel tu joues. Puis, tu sais, si tu travailles avec les finances des autres, genre un fiscaliste, c'est important aussi que tu fasses partie d'un ordre. C'est important. Toutes ces professions-là qui sont protégées, même principe pour les psychologues, principe pour les psychiatres. Quand tu t'en vas voir quelqu'un puis qui a un diplôme, tu veux que socialement, on se s'est entendu pour dire cette personne-là est clean, est comme vetée par la société. Ça a été checklisté, là. Pour le reste. Pour le reste, je veux dire, ça prend des programmes en histoire pour être capable de faire la recherche en histoire. C'est important. Ça prend des programmes en art pour être capable de documenter, subventionner une certaine culture qu'on propose aux gens. Ceci étant dit, est-ce que tu as besoin d'un bac pour être un artiste? Non. As-tu besoin d'un bac pour aimer l'histoire? Non. As-tu besoin d'un bac pour aimer la philosophie? Non. Absolument pas. Puis dans un contexte plus large, je veux avoir ton avis là-dessus. Où est-ce que tu penses que tout ça s'en va? Est-ce que tu penses qu'éventuellement, littéralement, les checklists que tu parlais au début vont continuellement être protégés par, on va dire, les instances publiques, les commissions scolaires, etc., ou ça pourrait être rendu plus accessible directement via le web? Tu sais, puis si on pense dans un contexte large, en général, dans des industries qu'on pourrait peut-être même pas penser encore à l'heure actuelle, qui pourraient avoir des programmes en ligne. En fait, la technologie va avoir un impact beaucoup plus profond sur ce qui va se passer avec l'éducation que ce qu'on peut penser. Oui, OK, la première affaire qui est simple à se dire, c'est comme, OK, bon, ben, là, maintenant, t'as plus besoin d'être présent dans ton cours. Tu peux prendre un cours, tu le fais une fois, tu leur donnes à plein de monde, ça baisse les coûts, t'as plus besoin de payer la bâtisse. Oui, OK, t'as un coût de production, sauf qu'une fois que c'est fait, ça se scale. Fait que tu peux avoir moins de profs. Ces profs-là se concentrent pour créer du meilleur contenu. Les autres profs peuvent continuer à faire de la recherche, etc. Oui, il y a cet effet-là primaire qui va avoir un impact sur le monde de l'éducation. Il y a un autre impact qui va avoir, que ça, personne parle. C'est quand tu es un médecin, right? Et que tu es un radiologiste, il faut que tu regardes fucking 150 radios par jour et que tu regardes s'il y a un problème ou peu importe. Mais maintenant, un algorithme est rendu plus performant qu'un humain pour être capable de détecter les tumeurs, les anomalies, ce genre de choses-là. Donc, est-ce qu'on a besoin de vetter de façon aussi importante les gens qui vont avoir à faire cette job-là? Si ta job, c'est de prendre le scan puis de le mettre dans l'ordi, right? De juste mettre la personne devant le bidule puis de peser sur le piton. Donc, t'as plus besoin d'avoir un ordre qui protège ça. Oui, mais t'as plus besoin d'avoir un doctorat qui te prend 10 ans à faire. Là. Je veux dire, c'est facile. Même principe pour un pont. Je veux dire, tu checkes ton sketch, tu le mets dans ton logiciel, tu fais des simulations. Si le pont, il tient dans la simulation est tellement bonne qu'il va tenir dans la vraie vie. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir cet ordre-là, rendu là? Fait que l'arrivée de la technologie va faire en sorte que l'expertise de haut niveau dans des environnements qui étaient autrefois excessivement sensibles à cause que c'était des problèmes de santé publique et de sécurité, ben ça va être nivelé vers le bas.
de façon significative. Donc, tu as deux choses. Tu as la démocratisation de l'éducation qui va faire en sorte que ça va devenir moins cher à tout le monde d'aller chercher de l'information de qualité, en même temps que ça va devenir moins intéressant aux gens de se former dans des champs excessivement poussés qu'on connaît aujourd'hui. Il va y en avoir d'autres qui vont émerger à cause de ça. Mais ça va être moins tough d'être un médecin ou un ingénieur ou peu importe dans le futur. Même principe pour, je te dirais, pour les psychologues. Si tu es capable de savoir c'est quoi hormonalement ce qui se passe dans ton patient au fur et à mesure que tu es en train d'y parler, mettons hypothétiquement dans le futur, si on est capable d'avoir des sondes, ce genre de choses-là, tu es capable de savoir c'est quoi son rythme cardiaque quand tu lui poses une question, ben ça te donne des indices de plus. Hein? Peut-être que tu as besoin d'être un petit peu moins, t'as besoin de moins d'expérience pour être capable de détecter ce genre de choses-là. Non, mais les deux sont liés. Ça fait super du sens, ce que tu es en train de dire. Fondamentalement, de ce que je comprends, c'est qu'au lieu de dire que ce qu'on apprend en ce moment, on va dire dans des instances publiques, dans des écoles en général, au lieu de dire que ça va juste être en ligne, ça va peut-être juste tellement évoluer avec la technologie que en ligne, ça va être là certain, mais la formation en soi va juste changer complètement parce que la technologie va accélérer le processus sur certains aspects. Si je comprends bien ce que tu me disais. Exact. Ça va complètement changer la façon est-ce qu'on voit l'éducation. Est-ce qu'on voit l'éducation supérieure? À quoi est-ce que ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Pourquoi est-ce qu'on se forme? Et là, présentement, c'est comme une espèce de... T'as comme une dichotomie au niveau de l'éducation. Ce que tu dis d'une partie, c'est vraiment important de se former sur les fondamentaux puis avoir une bonne compréhension de comment est-ce que les choses fonctionnent. C'est pour ça qu'on s'en va à l'université. Mais en même temps, une des critiques qu'on fait à l'université, c'est que c'est pas assez concret, c'est pas assez technique. 100%. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont faire des techniques au cégep, où ce que là, tu vas apprendre quelque chose de concret en ayant les mains à la pâte. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est une bonne question. C'est pour ça qu'on est en train d'en discuter. Puis je pense que c'est une conversation qui est super intéressante puis qu'on va avoir en tant que société. Mais je pense que les individus vont avoir un rôle à jouer là-dedans dans le sens que toi, tu as une expertise à partager qui avant tu n'avais pas de tribune pour être capable de la partager à cause que l'éducation était réservée aux gens qui avaient des docs. Sauf que, regarde, moi, là, si je veux apprendre à faire de la pub Facebook, je veux pas l'apprendre d'un gars qui a passé toute sa vie dans des classes à parler d'une étude de cas qui a été faite par le CFRIO. Fait que c'est super en surface sur comment est-ce que Coke dépense son budget de pub Facebook. Non, je veux le gars qui a fait la pub pour Coke. C'est ça que je veux. Fait que lui, fait une formation, puis moi, je vais te l'acheter. C'est ça que le monde veut. Exact. Les vitrines sont plus accessibles. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, il y a un gatekeeper qui est moins nécessaire, qui l'était avant. Pour avoir de l'éducation, pour avoir de l'information, il fallait que tu ailles à un endroit. Maintenant, tu peux juste prendre ton téléphone and get l'information. Je pense que j'avais lu un truc ou j'avais entendu un truc récemment qui disait que toi, moi, en 2019, on a accès à plus d'informations que le président des États-Unis au début des années 2000. Définitivement. Donc, ça revient à ce que je disais aussi tantôt avec le monde de 500 ans. Fait qu'au final, c'est juste t'as le gatekeeper qui est plus là au milieu. T'as plus besoin de cet autre truc-là. Donc, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus parce que littéralement, la tranchée, c'est ça. On pourrait résumer ça à une petite école. Aussi simple que ça. C'est une petite école où est-ce que tu as des cours, tu fais de la formation, tu fais de l'éducation. C'est juste que les gens, t'es pas obligé de les avoir à 8h30 le matin sur un banc de classe qui t'écoute. Exact. Aussi simple que ça. Puis je pense que dans tous les cas, l'information, l'éducation va toujours être aussi importante. Après, la manière qu'on la consomme, c'est réservé à tous et chacun. C'est tellement bien dit. Oh mon Dieu. Parlant de cours en ligne, OK? Moi, je veux savoir, on parlait de tes compétiteurs un peu tantôt, disons, quelqu'un qui voudrait te copier. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un demain matin qui veut se lancer dans des cours, dans de la formation en ligne? Peut-être pas un truc autant poussé que la tranchée, parce que là, tu as quand même beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate. Mais quelqu'un qui veut se lancer un cours en ligne, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire avant de se lancer? Très, très, très bonne question. Parce que tu peux faire un cours. Techniquement, tu as fait un cours si tu le fais, pas le vendre. Puis tu as quand même fait un cours. Right. Fait que la question, est-ce que c'est comment faire un cours en ligne? Parce que ça, c'est une question à part entière. Puis si tu as une autre question, c'est comment vendre un cours en ligne. Mais ça, c'est une autre question. Fait que disons, comment tu fais un cours puis que tu le commercialises, comme tu as été capable de faire? La commercialisation d'un cours commence avant même la création du cours. C'est la première étape, c'est de trouver une population qui a un besoin criant de formation sur un sujet. Intéressant. J'ai fait 3 formations, une sur la pub Facebook, une sur le blog, puis une autre sur le marketing par courriel. Celle sur la pub Facebook a explosé. Elle vend 3 fois plus que les autres. Elle tout seule, vend plus que les 2 autres ensemble. Ah ouais. Parce que il y a un besoin criant. Fait que moi, je suis tombé là-dessus en partant. J'ai été chanceux. J'ai eu la chance de... Mais c'est parce que je bloguais là-dessus depuis 2 ans. Mais attention, chance. Pourquoi tu dis chance?
Parce que, right now, OK, me partir une formation, ça peut Facebook, j'ai pas le même succès que ce que j'ai eu il y a 2 ans. 3 ans. Mais avoir de la chance, c'est pas avoir de la chance. Tu as été visionnaire sur un truc, ou du moins, tu t'es mis les mains dans quelque chose avant les autres, puis tu as été smart enough. Parce que l'affaire, c'est que, mettons, OK, les gens sont un peu. Je suis pas là pour t'envoyer des fleurs, là, mais je pense pas que c'est de la chance. Les gens sont frileux à justement utiliser le mot chance en entrepreneuriat. Au contraire, moi, je pense que la chance est une partie 100%. intégrante. Tu as besoin de chance 100%. de 1, tu as besoin du talent de 2. Le talent est important, ou du moins la volonté de devenir talentueux est excessivement importante. Mais ça prend de la chance. Mettons que tu prends comme un gars comme Bill Gates, OK? La chance qu'il a eue, ça a été de faire partie des premiers qui ont eu accès à des ordinateurs, à cause qu'il était proche géographiquement, à cause que ses parents, il l'ont envoyé à telle école, à cause que puis cette école-là, ça s'est adonné que ça a été la seule école dans les 15 de la région qui ont acheté avec un ordinateur puis qui laissait les étudiants jouer avec. Right? Fait qu'il a été chanceux. Et cette petite fenêtre d'opportunité-là a été la même que Steve Jobs a utilisée. Right? Il y a quelques individus présentement qui ont eu cette fenêtre-là et qui se sont développés de façon exponentielle dans le futur. Sauf que si tu enlèves cette fenêtre-là, qui est pas... Quand il se dit « j'ai été chanceux à cause que mon iPhone est devenu populaire », non, j'ai pas été chanceux à cause de ça. J'ai été chanceux à cause que j'ai fait partie des premiers à pouvoir avoir l'avantage injuste sur tout le reste de la concurrence. Donc moi, j'ai été chanceux parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça dans le début de la vague de la pub Facebook. Maintenant, il y en a d'autres vagues. OK? Et c'est ça qui fait en sorte que tu es un bon surfeur ou pas un bon surfeur. C'est comment est-ce que tu es capable d'anticiper la prochaine vague, puis tu regardes l'océan, puis tu essaies d'apprendre les patterns et de te dire, OK, c'est laquelle qui va décoller. Et dans les compétitions de surf, c'est pas quelle vague est-ce que tu prends, c'est surtout quelle vague est-ce que tu prends pas qui va faire en sorte que tu vas être capable de scorer des points. Et c'est ça, un peu. Puis c'est Gary Vaynerchuk, qu'est-ce qu'il dit? Et Gary Vaynerchuk, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Mais son message, il y a un message qu'on peut prendre de lui, c'est essaye toutes les plateformes, tu ne sais jamais c'est laquelle qui va décoller. Lui, ça a été YouTube. OK, sans YouTube, Gary Vaynerchuk n'aurait pas été Gary Vaynerchuk. C'est à cause de ça. Il a été chanceux. Son show sur The Wine Library. Exactement. En 2004, il a fait comme YouTube. Il a commencé. He made it big à cause de ça. S'il aurait fait comme snobby YouTube pendant 4 ans, la game aurait pas été la même. Fait que, juste pour être certain, est-ce que c'est ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut vendre un cours en ligne de tester un paquet de plateformes, de tester un paquet de trucs, juste pour être certain? Moi, quand j'ai commencé à bloguer, j'ai fait des articles sur Twitter, j'ai fait des articles sur Google+, j'ai fait des articles sur LinkedIn, j'ai fait des articles sur Facebook. Oui, teste tout. Tu sais pas qu'est-ce qui va kick-off. T'en as aucune idée. Puis n'importe qui est capable de dire qu'est-ce qui va devenir big, mais... C'est un menteur. Ben, man, il sait pas. Il est juste chanceux si ça donne qu'il a raison. That's it. C'est difficile à prévoir ce genre de choses-là. Fait qu'il faut que tu te mettes les pieds dans plein de sphères, tu regardes c'est quoi le discours que les gens ont, tu te renseignes et c'est important de valider dès le départ l'idée de ce que tu veux créer. Parce que si ce que tu veux créer, il n'y a pas nécessairement de besoin viscéral des gens, ben aussi bien rester chez toi puis faire des squats, tu vas être plus productif. Puis quand tu dis valider, juste pour être certain, est-ce que tu as besoin absolument d'une transaction financière qui se passe même avant la création du cours ou ça peut se faire simultanément? Moi, ce que je pense, c'est que sans même avoir de transaction, qui est la première étape, c'est est-ce que tu es capable de faire en sorte que les gens vont s'intéresser à un article de blog et laisser un commentaire? Okay. C'est capable de convaincre les gens, de persuader les gens de laisser un commentaire, c'est déjà pas pire. Et si tu es capable de faire en sorte que non seulement ils laissent un commentaire, mais qu'ils s'abonnent à ton infolette, déjà là, tu as été capable de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Ça, c'est quand même cool. Est-ce que tu es capable de le convaincre de partager? Puis une fois qu'il est sur ton infolette, tu peux-tu faire en sorte qu'il te réponde puis qu'il t'explique c'est quoi ses besoins? Es-tu capable de faire ça? Si tu es capable de faire toutes ces choses-là, bien là, peut-être que tu as pris la confiance pour te dire, mais peut-être que si j'ai quelque chose de potentiel à peut-être y vendre dans 1 an, es-tu game de me sortir sa carte de crédit puis de me donner cet argent? OK. Es-tu capable de me faire confiance? Tu promets à ce que je vais y livrer. Ça, c'est un big leap. Faut que la personne te fasse confiance en Chris pour que tu lui dises, donne-moi 500$ là, puis je vais te donner de la valeur dans 3 mois. Puis ça, c'est juste pour être certain, c'est le même que tu t'y es pris pour chacune de tes formations ou à peu près? Oui. OK, intéressant. Donc, théoriquement, tu regardes si, juste pour être certain de bien faire un bon recap, tu regardes s'il y a un intérêt en faisant du contenu puis en voyant si vraiment les gens engagent avec ton contenu. Si tu vois que tu as peut-être quelque chose entre les mains, tu pousses la machine un peu plus loin puis tu regardes pour une transaction. Et si tu as tout ça ensemble, là, tu commences la création du cours? Bien, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais
commencer à faire quelques vidéos, quelques leçons OK. et je vais les montrer au monde. Tu vas le segmenter. OK. Puis je vais dire, est-ce que vous aimez ça? Si vous en voulez plus, je vais faire une formation là-dessus. Intéressant. Puis là, je demande une transaction. Puis je suis curieux, tu as fait ça il y a quelques années, on s'entend des formations. Est-ce que c'est, mettons, d'un matin, il y a de quoi qui pop, là? Est-ce que tu le ferais littéralement de la même manière? C'est une bonne question. Il y a quelque chose qui pop. Je veux dire, Tu sais, mettons que tu dis, je veux faire une formation, je sens qu'il y a de quoi. Est-ce que tu reprendrais un petit peu ce même process-là? je pense que la question que tu me demandes, c'est plus comme, est-ce que c'est un process que je recommande à quelqu'un qui veut commencer? Oui, 100%. 100%, OK. Ouais. Intéressant. Personnellement, est-ce que je referai une autre formation? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre question. Mais non, mais c'est de se dire, tu sais, tu as fait ce processus-là. Ta dernière formation en date que tu as créée, c'est en quelle année, Oli? Ben, j'ai refait celle sur la pub Facebook au complet, puis je suis encore en train d'ajouter des vidéos dedans. Là. Fait que, Ça, c'est une ongoing. c'est ongoing. Le dernier lancement que j'ai fait, c'est celle sur la création d'un blog. Que je l'ai lancé, c'était en novembre, je pense, là, 1 an et demi. 1 an et demi. Il s'en est passé des choses sur les médias sociaux et surtout les cours en ligne en 1 an et demi. Fait que c'était de voir un petit peu si ce process-là, il y a 1 an et demi qui nous amène à peu près 2017, on va dire ça, ce serait quelque chose que tu ferais aujourd'hui. Je suis content d'entendre que tu dis oui. Je te pose une dernière question un petit peu par rapport à la tranchée, les cours en ligne, parce que c'était ça le but du podcast aujourd'hui, c'était de voir un peu la consommation d'informations en ligne, comment qu'elle se fait, comment que toi tu penses que ça va se faire dans le futur. Puis moi, je voudrais savoir, on a parlé de la création du cours, mais on a surtout parlé de la commercialisation aussi de ça. Quelqu'un qui se lance sur le web en 2019, selon toi, quel outil est le plus important à avoir dans son pack-sac si tu veux commencer à te lancer et à commercialiser des cours en ligne? C'est quoi l'outil que tu penses là, qu'une personne doit obligatoirement avoir pour avoir du succès là-dedans? C'est une bonne question parce que quand on parle d'outils, c'est facile de facilement tomber dans « Ah, ça te prend ManyChat. Ah, ça te prend MailChimp. Ça te prend ActiveCampaign. Ouais. Ah, ça te prend... » Ça, c'est plus les tools, mais moi, je te dirais plus un skill. Je vais peut-être mal exprimer un skill, un talent que tu dois avoir en tant que personne si tu veux te lancer. Yeah. Le talent le plus important et de loin, c'est celui de la persuasion. OK. Googlez copywriting, right? L'écriture publicitaire. Comment faire pour se mettre dans la peau des gens? Comment, quand tu écris ton stock, quand tu prépares tes conférences, quand tu prépares tes podcasts, quand tu réponds aux questions de podcast, comme que je suis en train de faire, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un puis de me demander, OK, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour être capable de X, Y, Z? Cette personne-là, la chose la plus importante, c'est quoi? Comment est-ce que tu es capable de rentrer dans la tête des prospects et de ressentir c'est quoi les désirs, les insécurités, les peurs, les frustrations que ces personnes-là ont? Et quand tu es capable de décrire un problème mieux qu'une personne qui vit ce problème-là, Je pense que tu as la solution. ben, cette personne-là, c'est rare que quelqu'un te comprend. Toi, est-ce que tu as l'impression que dans ton quotidien, les gens te comprennent profondément? Est-ce que tu te sens vraiment compris? Est-ce que tu te fais comme « Ah, man, est-ce que je me sens compris? » C'est un feeling qui est le fun, que personne a, sauf quand tu es dans une très, très bonne relation de couple. Très, très bonne. Donc, la plupart des gens, je suis désolé, c'est pas votre cas. mais les gens se sentent incompris, ils aiment ça se sentir compris. Donc, ça, je pense que c'est être capable de relate avec les gens d'une façon émotionnelle. C'est vraiment un skill important. Et ça, ensuite de ça, tu es capable de l'appliquer dans n'importe quoi. Et tu textes, des infolettes, des vidéos. C'est très, 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 très pertinent. Une autre chose que je pense, un conseil qui n'est pas nécessairement... Fait que persuasion, juste pour être certain, le premier, ça serait ça, mettons, un des premiers skills à avoir. Persuasion sous plusieurs formes. Oui. Puis il y a plein de grands livres. Le deuxième skill, apprendre l'anglais. Parce que, écoute, tu peux aller lire Double ta valeur, là, qui est mon livre, là, je ne veux pas le plugger, mais c'est pas mal un des seuls en français, qui reprend certains des principes qui sont expliqués majoritairement par des milliers et milliers de personnes en anglais. Ouais. La persuasion est excessivement importante. C'est important d'étudier la psychologie humaine, comment est-ce que ça fonctionne. Lire, aimer apprendre. Genre, la curiosité, c'est tellement important. J'arrête pas d'apprendre. J'ai jamais fini d'apprendre. Jamais. Juste hier soir, je suis en train de prendre un cours en ligne sur Vue.js. Je suis en train de me moderniser en programmation. C'est important pour moi. Je me suis acheté une formation en filmmaking il y a 4-5 mois. C'est important pour moi. Je prends des tutoriels YouTube au moins 2 fois par jour sur quelque chose que j'essaie de faire. Et à chaque fois que je prends un projet, ça, je pense que c'est un autre point qui est important, j'essaie d'incorporer quelque chose qui est à l'extérieur de ma zone de confort. Intéressant. Je fais une vidéo, je me dis, je vais essayer de faire du motion tracking sur mon texte. Là. J'ai jamais fait ça, je sais pas comment faire. Je vais l'intégrer. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire dès le départ dans mes premiers sites web. Là, je vais mettre un carrousel. J'ai jamais fait de carrousel, je sais pas comment ça marche. Aussi niaiseux que ça. Le développement personnel, c'est quelque chose qui est excessivement humble, entre guillemets, humiliant, dans le sens que ça te rend humble,
Parce que faut que tu te dises, j'ai une affaire niaiseuse à apprendre pour être capable de développer. Parce que tu deviens pas un grand entrepreneur, c'est pas quelque chose que tu fais, apprendre à être un grand entrepreneur. Tu apprends des petites choses ridicules à tous les jours. Et il faut que tu aies cette espèce de curiosité-là de savoir comment est-ce que d'être fasciné par la complexité ou même par la simplicité de certaines choses. Il y a de la beauté partout autour de nous. J'essaie dans les êtres humains, en soi-même, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne dans ta tête ou la physique, le monde qui nous entoure, autant que la persuasion, le marketing, peu importe si tu essaies d'être concret ou abstrait à travers ce processus de découverte-là. Puis c'était intéressant parce que ce que tu disais, il y avait, je pense que c'est au premier épisode de podcast qu'on a fait qui avait été fait par mon collègue Robin à ce moment-là, qui interviewait Marc-Antoine Ducas de Netlift, le fondateur de Netlift, puis qui disait la croissance, tout le monde pense que c'est un truc exponentiel. Mais non, la croissance, c'est des petites marches d'escalier. Tu sais. Tu passes un step, puis tu arrives à un autre step. Puis je pense que la croissance personnelle, il y a ce même truc-là. Tu deviens pas, comme tu dis, un grand entrepreneur demain matin en lisant 4-Hour Workweek ou en lisant un livre qui va changer ta vie. Non, mais si tu en lis un par mois, puis tu es capable d'avoir cette constance-là, puis que tu prends un petit step à chaque année, à chaque mois, peu importe la fréquence, mais il y a des bonnes chances que sur 15-20 ans, tu deviennes un grand entrepreneur, un grand peintre, un grand ingénieur, peu importe c'est quoi ton domaine que tu vas t'éduquer, tu sais. Mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, là. Définitivement pas. Puis tu as dit que c'était comme un escalier. Mais encore une fois, un escalier, c'est encourageant. C'est beaucoup plus comme une pente excessivement faible avec 1 degré d'inclinaison. Et là, il faut que tu fasses un pas par jour. Puis selon toi, de ta perception à toi, c'est un champ qui est complètement plat. Il n'est pas plat. Jamais. Fais confiance au fait que si tu continues à faire qu'est-ce que tu... Puis pas juste fais confiance. Arrange-toi. OK? Ta routine quotidienne, là, arrange-toi pour faire en sorte que ce soit impossible d'échouer si tu fais ça à tous les jours pendant 3 ans ou 5 ans ou 10 ans. Le long terme va gagner. Tu sais, souvent, là, il y a du monde, John Lee Dumas, qui est un podcasteur américain, il fait Entrepreneur on Fire. Il a fait un article, un podcast par jour pendant comme, je sais même pas s'il en fait encore tous les jours, mais il est rendu incroyable l'éthique de travail de ce gars-là. Si tu prends Lewis House, même principe, incroyable son éthique de travail. Si tu prends Joe Rogan, incroyable son éthique de travail. Donc, eux, c'est impossible qu'il n'y ait pas de succès s'ils n'arrêtent pas. Je veux dire, OK, pendant une semaine, si tu fais ça, un podcast par jour pendant une semaine, OK, tu ne deviendras pas millionnaire. Non. Certainement pas. OK, sauf que si tu fais ça pendant 1300 épisodes, je pense qu'on va dire à 1380 quelques, Joe Rogan, c'est pas pour rien que c'est un des plus gros podcasteurs. Prends PewDiePie, le plus gros YouTuber, il est rendu à 94 millions, il vient de se faire dépasser par T-Series, qui est un studio de Bollywood indien. Bref, donc PewDiePie, c'est le plus gros YouTuber, il y a plein de monde qui l'aise à cause que son niaiseux, ses vidéos. Sauf que c'est quoi? Ça a été le YouTuber qui a le plus posté de toute l'histoire. Ça a été le créateur qui a fait le plus de contenu à tous les jours. Il prend pas de fin de semaine. Il fait une vidéo par jour. Il arrête jamais. Ça fait 8 ans. C'est le plus gros. Il fait plusieurs dizaines de millions par année. OK? Prends ça dans ta tête. Puis la plupart du monde, là, c'est pas compliqué. OK, je fais une formation sur le blog. Les gens qui prennent ta formation sur le blog, ils deviennent pas tous riches. Of course not. Mais tous ceux qui font qu'est-ce que j'ai dit dedans vont devenir riches. C'est sûr à 150%. Pas juste à 150%, c'est sûr à 1000%, man. Genre, la raison pourquoi les gens échouent, c'est juste parce qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. That's it. Puis c'est pour ça que quand j'ai commencé, ce qui a fait en sorte que j'ai, entre guillemets, eu un certain succès, parce que, écoute, on n'a jamais atteint la fin de la ligne, c'est parce que je me disais que j'allais jamais arrêter. Puis que je vais juste continuer tout le temps. Puis ça, c'est ma vie maintenant. Travailler fort, c'est ma vie maintenant. Puis au début, ça me gossait le monde qui me disait « Lee, t'es passionné. » J'ai jamais filé passionné quand j'étais plus jeune. J'étais pas comme « Oh, man, I'm so passionate about this. It's amazing. I love it. » Non, man, j'étais comme « Fuck, j'ai ça. » Ça me tente pas de le faire. Moi, j'aimerais bien ça me péter à la face le vendredi soir puis avoir du fun comme tous mes amis. Mais... faut que je travaille, de 1, puis de 2, le lendemain, le samedi. Je prends tout mon... Je joue pas dehors. Je fais un article de blog, puis il est bien mieux d'être publié parce que lundi, mon infolette à part. OK? Fait que je me prends le samedi pour écrire mon article. Le dimanche, s'il n'est pas fini, là, je le clenche. Puis le lundi, je le poste. Puis mon infolette est faite. Le reste de la semaine, je fais ce que je veux. Sauf que c'est important. À chaque week-end, il fallait que je fasse ça. Puis j'allais jamais arrêter. Finalement, j'ai arrêté. Monsieur, je suis rendu gros dur. Mais c'est quand que tu as arrêté de faire cette fréquence-là, cette constance? C'est quand j'ai commencé à faire mes formations. Ça demande tellement de temps pour faire tout ce contenu-là que j'ai juste... Tout le contenu que je le créais à l'interne, donc derrière un paywall pour les gens qui ont acheté.
Et ce que je trouve qui est très dommage, c'est dans mes prévisions de recommencer à faire du contenu d'une façon régulière. Parce que t'es un des gars qui rank quand même assez haut sur Google, surtout pour des termes que moi, je fais des recherches des fois, publicité Facebook, tout ça. Donc, tu sais, on rit là de ça, mais c'est pas venu du jour au lendemain, là. Mais non, mais en même temps, OK, je rank sur les termes. Pourquoi? Parce que quand j'étais en train de faire mon blog, j'étais obsédé par le trafic. Comment est-ce que tu fais pour avoir du trafic? C'est une crise de bonne question. Comment ça marche? Right? T'as-tu googlé comment avoir du trafic sur Internet? T'as-tu lu tous les fucking blogs qui existent là-dessus pour te rendre compte qu'ils donnent toutes les mêmes calices de conseils distillés? Puis une fois que tu as été tanné de ces conseils-là, t'as-tu été regarder les livres qui se faisaient sur le sujet? Est-ce que tu as essayé de t'intéresser au SEO technique? Est-ce que tu as fait tout ça avant de te plaindre que tu n'avais pas de trafic? C'est une bonne question. La plupart du monde ne vont pas tout apprendre ça pour être capable de régler leurs problèmes. Faut le faire. On n'a pas le choix de le faire. Puis, tu sais, il faut vous le dire, là, OK, techniquement, là, la tranchée, le forum est public. On a des sections privées, mais la plupart des interactions sur le forum, n'importe qui peut y accéder. Google peut y accéder, c'est tout indexé sur les moteurs de recherche. Pourquoi tu penses? On s'entend. Hein? Pourquoi tu penses? C'est important de se former. Il y a du monde qui sont comme, il faut juste que tu focuses sur tes forces. Tu vas avoir une équipe. OK, regarde, excuse, là, quand tu es petit, quand tu startes, quand tu n'as pas d'argent, puis la seule chose que tu as, c'est un peu de temps parce que tu as une vraie job anyway, puis tu fais ça on the side, puis c'est un rêve que tu as peut-être. Non, tu n'as pas d'équipe, là. Okay? Puis les seules équipes que tu as, c'est ton buddy Joe. Puis ton buddy Joe, là, c'est pas un expert en SEO. C'est juste un autre dude qui veut pas tant que ça avoir une business, sauf que, tu veux t'en partir une, puis why not, ça va être le fun. Lui, c'est pas un entrepreneur, il n'y a rien à faire dans ton projet. Apprends le SEO. Tu n'as pas d'argent pour payer 2, 3, 4, 5, 6 000 $ à une agence sur 2 mois. Apprends-les. Puis après ça, ça va informer tes décisions stratégiques plus tard. Quand tu vas être en train de bâtir une vraie business, là, tu vas avoir une vraie perspective 360 de tout l'impact des différentes décisions que tu prends, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau stratégique, au niveau de ton branding, au niveau de la perception de valeur de tes offres, au niveau de comment est-ce que les gens te découvrent, puis comment est-ce que tu scales ton entreprise, puis que tu systématises les processus. Tout ça, ces décisions-là, bien comprendre toutes les différentes sphères de l'entrepreneuriat, autant au niveau du marketing, persuasion, économie, fiscalité, tous ces cossins-là, ça te fait la différence entre prendre des très, très bonnes décisions, puis avoir une business qui est facile, puis qui est le fun, et prendre des très, 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 très mauvaises décisions et blâmer le consultant à côté à cause que, genre, il t'a mal informé, mais c'est pas sa job, man. On s'entend. Puis, pour terminer, Oli, comment on peut te retrouver? Si les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils veulent en apprendre un petit peu plus, puis ils veulent te connaître, puis ils veulent en savoir plus sur cette chose magnifique qui est la tranchée. Comment on te contacte? Comment on rentre en contact avec toi? Écoute, ça, c'est une bonne question. Ouais, j'aime ça quand tu me poses des questions de même, hein, parce que ça me permet, tu sais, de faire de l'argent. Bon, donc, tous les gens qui sont intéressés au service de la tranchée qu'on a parlé tout au long du podcast, je pense que j'ai pas besoin de faire un autre pitch de vente. Hein. Vous pouvez vous rendre au www.latranchée.com. Les www sont pas nécessaires. En fait, faites juste marquer latranchée.com, ça va se rendre à la même place. Et on a une offre qu'on offre à tout le monde, donc c'est pas spécial sur le podcast. Hey, non! Hey, c'est quand qu'il sort ton podcast? Pas tout de suite, on peut prendre un peu de temps. Est-ce qu'on garderait l'enregistrement en live d'une offre? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, OK. Ça, by the way, pour les gens qui nous écoutent, il est absolument rien de stagé. Ça vient de sortir de la tête à Oli. Donc, Oli, qu'est-ce qu'il dit en tête, là, présentement? Ben, écoute, parce que je suis en train de travailler sur un système, justement, pour être capable de faire la promotion via des podcasts. Je ne sais pas encore ça va ressembler à quoi, mais une offre que je pourrais faire, que je suis confortable de faire live. D'habitude, ça coûte $1 pour 30 jours. Sauf que là, ce que je pourrais faire, c'est que ça coûterait $0 pendant 6 semaines. Fait que pendant un mois et demi. Fait que c'est pas l'offre du siècle, sauf que elle va être accessible juste aux gens qui vont avoir écouté le podcast. Un espèce de petit merci en guest pour le temps, pour l'attention. Donc, les gens qui sont rendus jusqu'au bout, ils l'ont mérité. Donc, je suppose que tu vas mettre le lien pour être capable de profiter de cette offre-là dans les commentaires. Et c'est ça. Sauf que, par contre, je vous avertis, ce sera pas un lien que vous allez pouvoir partager à n'importe qui. Il va avoir un petit mécanisme pour protéger. Fait que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, profitez-en parce que là, on a parlé de cours en ligne aujourd'hui, on a parlé de marketing numérique, on a parlé un petit peu de qu'est-ce que ça prend pour, en 2019, avoir des meilleurs skills, des meilleurs outils pour vendre littéralement des choses, surtout des cours en ligne. Olivier Lambert, avec La Tranchée, a une des plateformes les plus poussées au Québec à ce niveau-là. Moi, je suis le premier à endosser à 100% cette plateforme. Je vous recommande de prendre cette offre-là. Juste $0, ça dit tout pour un test que tu as à faire. Donc, allez, rendez-vous à La Tranchée. Je pense que ça vaut la peine. Puis, Oli, merci énormément
pour le podcast. Puis je vais même le dire 2 fois parce que peut-être que ça va être simultané, ça va être dans à peu près peut-être 1 mois et demi qu'on va release l'épisode. Mais on a également fait, comme tu le disais tantôt, le Facebook Live ce matin avec mon collègue Tarek. Donc merci, un double merci pour ça aujourd'hui. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir et j'espère que tout le monde a bénéficié des trucs que tu as été capable de nous donner aujourd'hui. Excellent. Ben, merci à toi pour m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut ma discussion avec Olivier Lambert sur l'évolution fulgurante que l'éducation a pu connaître au cours des 15 dernières années. Assez incroyable quand même de se rendre compte qu'en 2019, on a simplement besoin d'un ordinateur et d'une bonne formation en ligne pour parfaire des connaissances sur un sujet qui nous passionne. Maintenant, c'est pas à cause qu'on connaît des trucs spécifiques sur un sujet particulier que ça fait automatiquement de nous un bon enseignant ou encore un bon formateur. Des principes fondamentaux vont toujours revenir comme les leçons qu'on pouvait avoir à l'école et ensuite l'application de ces leçons dans des devoirs. Olivier l'a dit aujourd'hui, instaurer un système où chaque membre doit poser une action précise dans sa communauté avant d'avoir accès à un nouveau contenu a complètement changé l'adoption que les gens ont fait de ça plateforme. D'ailleurs, je vous invite à utiliser l'offre que Olivier a offerte à tous les auditeurs qui sont intéressés par la tranchée en cliquant sur le lien qui se retrouve dans la description du podcast. Je termine en vous invitant à nous donner une note ou encore un commentaire sur iTunes ou autre plateforme si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.